Bonjour à toutes et à tous. Alors, pourquoi choisir le cercle arctique comme décor de climax? Alors, c'est vrai que c'est une histoire qui se déroule au nord de la Norvège, dans le cercle arctique, donc, dans un petit village, dans un fjord tout au nord, là-haut, et au large de ce village, il y a une plateforme pétrolière offshore, puisque, comme vous le savez peut-être, l'Arctique renferme une réserve importante de gaz et de pétrole que les compagnies pétrolières espèrent exploiter dans les années qui viennent, puisque la banquise fondant, ça rend cette exploitation de plus en plus envisageable à des coûts normaux, disons, pour l'industrie pétrolière, quoi, enfin pas prohibitifs. Et d'autre part, une route s'ouvre au nord-est, longeant la Sibérie jusqu'à la Chine, pour faire naviguer de toujours plus nombreux porte-containers pour nous vendre toujours plus de conneries en plastique, quoi. Et à des coûts évidemment moindres que si on devait passer par le canal de Suez ou faire le tour du Cap de Bonne-Espérance. Donc, et un voyage beaucoup plus rapide. Donc c'est une espèce de désastre écologique, évidemment, cette situation dans l'Arctique, que j'ai découverte en fait en écrivant, et parce que au départ, moi, j'avais pas vraiment d'idée de tout ce qui s'y passait, quoi. Au départ, moi, j'avais le souvenir d'un voyage en Suède où j'avais été complètement émerveillé par la lumière de l'automne qui était crépusculaire presque toute la journée, puisque le soleil n'arrivait plus à grimper, là. Et j'avais trouvé que c'était très beau. J'avais terminé un roman précédent, L'hiver du mécontentement, avec un personnage masculin un peu épuisé le truc se passait à Londres, et le personnage masculin, qui n'était pas le personnage principal d'ailleurs, à la fin était au bord de la Tamise, et il regardait vers le nord et il rêvait de cette lumière crépusculaire du nord. Et j'étais un peu comme mon personnage, quoi. J'avais passé 2 ans à écrire le bouquin, j'étais un peu fatigué, et je rêvais de crépuscule. Et en fait, c'est en me documentant, en commençant à l'écrire, quoi, que je me suis intéressé véritablement à l'Arctique, et que j'ai découvert que c'était une zone incroyable de contrastes, de contradictions, qui renfermait un peu tous nos beaucoup, en tout cas, de nos préoccupations actuelles sur le climat et le réchauffement climatique, et puis d'une façon très intéressante, parce que inattendue et paradoxale. Par exemple, c'est évidemment une région très froide, mais c'est évidemment là que ça se réchauffe le plus. Et que ça se voit le plus, c'est-à-dire eux, ils ont déjà gagné 6 ou 7 degrés. Hein. Nous, on en est à espérer pas dépasser 1,5, ce qui est déjà trop tard. Mais enfin bon. Et c'est là que ça se voit le plus, parce qu'évidemment, là-bas, dès que la température monte, ça fond, quoi. Donc la banquise, on la voit reculer à vue d'œil, en quelque sorte, hein, d'année en année. Et puis d'autres paradoxes, quoi. C'est une nature qu'on imagine complètement... je sais pas comment dire, une dernière frontière, quoi, un peu comme les déserts et tout, la forêt équatoriale. On se dit, waouh, ça c'est inviolé. Puis en fait, on découvre qu'il y a plein de bateaux de touristes, qu'il y en a de plus, que le tourisme se développe. On découvre qu'en fait, cette nature inviolée est une nature paradoxale, parce que c'est de la glace. Donc il y a rien, quoi. Enfin, de temps en temps, si on n'a pas de chance, on croise un ours. Et puis pareil sur tout l'équilibre fragilisé, enfin l'écosystème qui subit le réchauffement, là, c'est pareil, c'est des paradoxes, parce que par exemple dans la mer, dans l'océan Arctique, en fait il y a de plus en plus de poissons. Mais c'est pas de bon signe du tout, c'est parce que c'est les poissons de l'Atlantique qui remontent, parce que l'eau est plus chaude, et en fait ça chasse ceux de l'écosystème arctique proprement dit, quoi, qui est en train de dépérir. Enfin bref, voilà, tout ça c'est des choses que j'ai découvertes en travaillant, disons, puisque ça se travaille. Alors qu'au départ, j'étais parti juste sur un désir, une lumière, voilà, des envies de personnages, de situations, de décors, en fait. Hein, j'avais des images de paysages en tête. Ouais. Je passe à une autre question. Que pensez-vous de cette citation ?
C'est une citation de Julien Green. « Il ne peut y avoir de progrès véritable qu'intérieur. Le progrès matériel est un néant. » Voilà, genre vous avez 4 heures et 2 copies doubles, quoi. Mais c'est évident, quoi. Moi, j'y pense souvent parce que c'est quand même cette idée de progrès qui est quand même très idéologique, hein, qui vient avec le 19e siècle et disons l'essor industriel et bourgeois qui met cette idée en avant parce que ça l'arrange. On en est arrivé, nous, aujourd'hui, à des positions catastrophiques, quoi, parce que, en fait, ce progrès, il est aussi le moteur idéologique de l'idée de croissance aussi en économie, hein. C'est-à-dire que on va aller toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus haut, on va vendre toujours plus, être toujours plus riche, etc., etc. Comme si c'était une idée naturelle, quoi, comme si les grenouilles avaient envie de devenir des bœufs, hein. Et en fait, ça donne dans la période actuelle ce qu'en finance on appelle la cavalerie, hein. Vous savez, quand un trader fait des erreurs de jugement qui le mènent à perdre de l'argent et qu'en fait, c'est pareil pour quelqu'un qui va au casino, hein, et qu'en fait la solution pour essayer de retrouver l'argent, c'est de remiser, mais de remiser plus, parce qu'évidemment il va falloir compenser la perte en même temps qu'on espère un gain. Et cette cavalerie, c'est devenu un principe, quoi. Dans le réchauffement climatique, c'est pareil. On imagine volontiers que, en fait, c'est en allant plus vite dans le mur qu'on va réussir à ne pas se faire mal à la tête quand on va le rencontrer, quoi. Je veux dire, c'est complètement absurde. Plus ça va mal et plus on se jette dans le précipice. On est un peu comme le personnage de cartoon là, qui court après la falaise et qui continue à courir et qui s'est pas encore aperçu qu'il était au-dessus du vide, quoi. Voilà, c'est ce que ça m'inspire. Le progrès. Et puis c'est évident, on peut pas penser à nos grands-parents en se disant qu'ils étaient idiots, quoi. Enfin, je veux dire, évidemment à l'intérieur, on n'a pas progressé. Comment imaginez-vous les années 2050 ? Oui, alors, non, si je dis encore des trucs sur le climat et tout ça, on va croire que je suis fondamentalement pessimiste, ce qui est pas le cas, hein. Même en matière de climat, moi, je suis volontiers. D'abord, je suis pas un expert, je suis romancier, moi, donc c'est pas un bouquin sur le climat, c'est un roman avec des personnages qui essayent de survivre à cette période, quoi, de survivre à ces instabilités, à cette catastrophe annoncée. Mais je suis volontiers optimiste à la manière de, vous savez, Fred Vargas, dans ce bouquin qu'elle a écrit sur l'humanité en péril, où elle parle de climat, là, justement, et où, dans le fond, elle donne toutes les raisons de s'alarmer, mais aussi, elle dit quand même sa confiance dans ce qu'il reste à sauvegarder de la beauté du monde et ce qu'il reste à inventer pour y parvenir. Les jeunes générations ont entre les mains. Je veux dire, il y a des... enfin, je suis pas de ceux qui pensent que tout va s'effondrer et puis qu'on va sauver le monde en allant cultiver des salades, quoi. Voilà. Je pense vraiment. Alors c'est pas très. Ce serait une émission de télé. Faudrait couper là parce que c'est pas. On passe pour un ringard. Hein. Mais je pense plutôt qu'il y a des jeunes gens qui sont en train de faire des études d'ingénieur agronome ou de chimie ou de je ne sais quoi, qui vont inventer des trucs qui vont nous sortir petit à petit par le haut avec de nouvelles énergies, avec de nouvelles façons de consommer, avec de nouvelles façons de concevoir le rapport entre le métier et la vie privée. Voilà, enfin bon, ils sont en train de mener toutes ces réflexions-là et ils vivront, j'espère, mieux que nous, sinon il faut arrêter de faire des enfants tout de suite, quoi. Avec quel écrivain décédé, ressuscité pour une soirée, aimeriez-vous boire une bière au coin du feu ? Pas forcément. On a plein d'écrivains en tête quand on écrit et puis quand on lit aussi. Enfin, je veux dire, rien qu'en vieillissant avec une bibliothèque, en fait, on finit par en avoir plein la tête. Et ça finit par être un peu, effectivement, des compagnons. Alors, pas tous. Il y a des gens qui sont des modèles parce qu'ils ont fait des romans absolument merveilleux et dans lesquels il y a toute la vie. Mais en même temps, ils n'aident pas vraiment à écrire parce qu'il ne s'agit pas de refaire ça et que, voilà, alors ça c'est des modèles genre les classiques, genre, je sais pas moi,
Tolstoï, quoi. C'est énorme, c'est écrasant, c'est bon, et en même temps, voilà, c'est fait. Et puis il y a des modèles de gens qui montrent des espèces de directions un peu incandescentes, qui répètent que écrire c'est d'abord un art et que du coup c'est un geste et que ça implique un engagement et un enjeu de la personne. Je sais pas moi, Antonin Artaud, sauf qu'on n'a pas du tout envie de prendre une bière avec Antonin Artaud, quoi, parce que ça va mal finir, on le sait, quoi. Et donc il y a des gens qui m'accompagnent depuis longtemps et qui sont plus comme des compagnons de route, effectivement, et des gens qui m'ont aidé ou appris ou accompagné dans l'écriture, en tout cas depuis longtemps. Et je pense évidemment, par exemple, à Richard Brautigan, un poète américain, dernier de la Beat Generation, et qui arrive au moment où on passe à la génération hippie, là, comme ça, à la fin des années 70. Et qui est quelqu'un de très, un poète très délicat, minimaliste, drôle, tendre, très humain, avec une espèce de fragilité, comment dire, il fait partie de ces écrivains que vous avez l'impression de rencontrer lorsque vous lisez leurs livres, hein. Et donc ça, c'est une des choses plaisantes quand on lit pas forcément que pour ça, on lit aussi pour apprendre des choses, on lit parce que c'est beau, on lit parce que, mais on lit aussi pour rencontrer des gens. Et Richard Brautigan fait partie de ces gens qui sont dans leurs livres, quoi. Ils sont, il y a quelque chose de très humain. Et du coup, ça, moi, je l'ai rencontré au milieu des années 80. J'étais jeune et je lisais Philippe Dian. Il y avait beaucoup de raisons de lire Philippe Dian à l'époque, dont Béatrice Dalle, évidemment. Mais bref, je lisais Philippe Dian. Et à force de lire Philippe Dian, je me suis mis à lire pas que 37.2 et tout ça, mais aussi ses grands romans, Échine, et puis ses nouvelles. Et je crois que c'est dans Crocodile, un recueil de nouvelles de Dian, il met en scène une nouvelle où il est tout seul, il se met en scène lui-même, une espèce de café le soir, de café de ville de banlieue, avec une devanture en verre, on voit passer les voitures, et il pleut sans doute, et il commande une bière, et il est triste à pleurer, parce qu'il vient d'apprendre la mort de Richard Brautigan. Et donc c'est comme ça que j'ai entendu parler de lui pour la première fois. Après je suis allé voir, ça fait partie de cette génération, vous voyez, Fante, etc., ces écrivains qui étaient publiés par Christian Bourgois dans les années 80. Et alors pour un très jeune homme comme moi, c'était vraiment la découverte d'une écriture qui me parlait, qui était incarnée, qui parlait de personnages aussi qui n'étaient pas des héros, qui étaient des gens du quotidien, mais qui vivaient des choses un peu décalées, étranges, et que ça, par lesquelles on pouvait voir la vie un peu autrement, un peu de biais comme ça, avec une espèce de poésie. Et voilà, c'est sans doute le type avec qui j'aimerais bien prendre une bière. Ouais. Je crois qu'il aimerait bien prendre une bière. Il en a pris beaucoup, à vrai dire. Comment travaillez-vous vos romans? Oh là, on a encore du temps. Comment travailler? Ben oui, ça se travaille, un roman. D'abord, je les écris de A à Z. Pas au sens où les autres les écrivent pas tout seuls, hein, mais au sens où je les écris de la première à la dernière page, parce que je travaille encore à la main. Ce qui se fait rare, même dans ma génération. Alors évidemment, en cours d'écriture, je tape et je corrige sur ordinateur, ce qui me permet quand même d'avoir un peu de souplesse pour supprimer des choses ou en rajouter sans être obligé de faire trop de ratures ou de collages. Mais en gros, j'écris quand même à la main, toujours sur des carnets, toujours les mêmes. Je change de couleur simplement et d'encre. Et j'achète un stylo au début de chaque projet. Et c'est des conneries, mais enfin bon, on s'invente les rituels qu'on peut parce que la première page est toujours blanche et que ça intimide, quoi.
et j'écris à la main sur les pages de droite, voilà, ce qui permet quand même de corriger un peu en regard et de rajouter des choses sans que ça boursoufle le cahier. J'aime bien, comment dire, me documenter, j'aime bien apprendre des choses à l'occasion de l'écriture d'un roman. Donc, en général, je plonge soit dans une géographie, soit dans un métier, soit dans un milieu, soit dans un savoir que je ne maîtrise pas du tout au début et sur lequel je suis obligé de me documenter. Mais si on prend l'écriture un peu au sérieux, en fait, on est obligé de beaucoup travailler, de beaucoup se documenter. Je veux dire, par exemple, là, Climax, il y a des gens qui me disent « Oh là là, c'est fou comme c'est... » Quand même, c'est vachement bien documenté et tout. Je rencontre des gens qui disent « Ah, mon mari est ingénieur géologue. En fait, c'est vrai. » tout ça. Oui, heureusement. Enfin, je veux dire, à chaque fois que vous marquez une phrase, vous êtes quand même obligé de vérifier ce que vous dites. Je sais pas, moi, la plateforme, j'y connaissais rien en pétrole. Mais je décide qu'il y a une plateforme offshore, parce qu'il y en a plein tout au long de la mer du Nord et de la mer de Norvège, et puis ça commence à arriver en mer de Barents. Et donc, voilà, je me dis, voilà, c'est mon cadre, c'est une plateforme offshore, au large, là, tout au nord. Bon. Eh ben, c'est comment une plateforme? En fait, je suis bien obligé de me renseigner. Est-ce que c'est attaché au plancher, là, ou est-ce que c'est à moitié flottant et que ça se dirige un peu, ou est-ce que c'est complètement flottant? Comment ça fonctionne, quoi? Alors, on apprend que ça dépend de la distance entre le plancher et la plateforme, évidemment, que donc celle-là, sans doute, elle est semi-submersible. Et, voilà. Et donc, en fait, et ensuite, puisque cette plateforme, au début, elle a un petit problème. Bon, alors du coup, il faut quand même qu'il soit réaliste, mon problème. Il faudrait à la limite, il faudrait qu'un type qui travaille sur une plateforme puisse lire le livre en se disant « Ah, dis donc, il est renseigné. » parce que vous avez une petite responsabilité vis-à-vis de la réalité, en fait, quand même. Hein, c'est-à-dire vous manipulez des choses qui sont de l'ordre de la fiction. Okay. Alors si c'est juste un personnage qui divorce à Saint-Germain-des-Prés, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous débrouiller avec vos souvenirs de premier amour, il suffit d'avoir 14 ans, quoi. Mais si vous travaillez un peu avec le monde, avec ce qui se passe, avec des choses, vous êtes obligé de vous renseigner, quoi. Alors, je me tape des bouquins publiés par la librairie Erol, là, sur les géophysique du pétrole et tout ça. Enfin bon, et en fait, ça m'intéresse. C'est-à-dire, c'est un boulot merveilleux quand même d'écrire où en fait, vous pouvez commencer une phrase et puis vous posez une question et en fait, vous allez lire des trucs pendant 4 heures pour répondre à cette question et ça va juste vous permettre de terminer la phrase, quoi. Et ça me plaît. Et alors du coup, là, dans celui-là, j'ai fait un truc un peu osé, c'est que ça, j'avais dans l'idée que c'était un peu un roman d'aventure et tout ça. C'est quand même dans le Grand Nord, quoi. Donc du coup, j'avais dans l'idée une espèce de modèle à la Melville, c'est un peu prétentieux, hein, de Moby Dick, là. Et dans Moby Dick, il se passe un truc merveilleux, c'est... en gros, on a 2 chemins pour décrire ce qu'on cherche, là, le cachalot blanc. Il y a le chemin d'Akab, le capitaine, qui va essayer d'harponner le cachalot, d'harponner Moby Dick, qui le chasse à travers les 7 mers là, pour essayer de le harponner. Donc lui, si la chose qu'on cherche, si la vérité est une orange, hein, comme disait Ricoeur dans Vérité et Histoire, alors lui, il est celui qui plante la paille au cœur de l'orange et qui va en goûter le jus pour savoir ce que c'est qu'une orange. Et puis, il y a des chapitres régulièrement, alors c'est pas dans la version qu'on lit quand on est enfant en général, hein, mais quand on le relit adulte, on découvre ces chapitres souvent. Il y a des chapitres régulièrement où Melville, en fait, fait une espèce d'encyclopédie du cachalot. Et donc, il nous explique à peu près tout ce qu'on sait à ce moment-là sur le cachalot. Et donc, moi, j'ai essayé d'avoir ça aussi, c'est-à-dire entre autres, j'ai 2 personnages qui se complètent un peu. Il y a donc un ingénieur qui travaille sur la plateforme et lui, il perce pour aller chercher le pétrole. Et puis j'ai un autre géologue qui lui est du bon côté de la force, hein, si on veut, qui se balade sur le glacier et qui mesure la catastrophe à venir parce qu'il voit bien que ça va finir par tomber dans le fjord et que ça va être horrible parce qu'il voit que le glacier recule trop, qu'il y a des failles, enfin, etc. Et lui,
il fait la description dans des petits carnets, parce que c'est un peu un rêveur et un poète. Là, il fait la description dans des petits carnets des espèces qu'il rencontre et qui sont en train de disparaître dans ce milieu arctique. Et c'est ma petite encyclopédie à la Melville, quoi. On va du plus gros au plus petit, en gros de l'ours blanc à du plancton qui est en péril là, en ce moment. Et donc, ça me plaît de penser que cette partie de documentation qui m'occupe quand j'écris, en fait, je peux aussi en faire, pas un personnage, bien sûr, mais c'est de la matière romanesque, en fait. Et dans Climax, là, il y a... c'est Kundera qui disait ça dans l'ère du roman dans les années 80 aussi, que en fait le roman c'est un genre protéiforme et qui peut tout avaler, quoi. On peut mettre des poèmes au milieu d'un roman, on peut mettre des rapports de police, on peut mettre des écoutes téléphoniques, puis on peut mettre des espèces de trucs qui ressemblent soit à des poèmes ou à des articles d'encyclopédie et dans lesquels on va apprendre des choses. Et en fait le savoir fait partie de l'art romanesque, quoi. En plus de travailler la documentation, il faut aussi que je travaille un peu la structure, c'est-à-dire que je sois très, très organisé quand même dans ma façon de travailler. Et alors ça, depuis quelques romans, je fais ça de façon visuelle. C'est-à-dire que je trace des espèces de... J'ai des rouleaux de papier, en fait, que je déroule au mur pour éviter de saloper mon mur, parce que bon... Et je fais des lignes, en fait, pour chaque personnage ou pour chaque ligne narrative. Et ça me permet de vérifier que je les ai pas oubliés depuis trop longtemps. Ça me permet de vérifier que ça s'alterne bien, que ça a l'air harmonieux à l'œil, quoi. Et je me dis que j'ai vu une expo à Collioure cet été sur Claude Simon où il y avait des pages comme ça. Et alors je savais qu'il faisait ça, mais c'est marrant de le voir quand même. Il met des petites couleurs et tout dans la marge. Il se fait un espèce de chapitrage de son bouquin, page par page quasiment. Et à chaque personnage correspond une couleur. Bon ben voilà, moi je faisais du Claude Simon sans le savoir, quoi. J'étais le monsieur Jourdain du nouveau roman. Je sais pas si c'est intéressant tout ça. Une autre question, hein, c'est ça, hein, je continue moi. Hein. Il faut m'arrêter après. Hein. Si vous pouviez résoudre un problème dans le monde, lequel choisiriez-vous ? Je suis pas à proprement parler un écrivain engagé dans le sens où je suis pas un militant inscrit officiellement dans des causes répertoriées, quoi. Mais à force de m'attaquer aux problèmes qu'on traverse tous, je finis par faire des bouquins un peu engagés, quoi. Et il me semble que dans les... quand vous faites un roman, par exemple, vous êtes bien obligé de partir des personnages, quand même. C'est-à-dire que même si c'est un roman qui parle du monde, même si vous y mettez du savoir, même si vous essayez d'écrire ça bien, quand même la base, c'est qu'il va arriver des trucs à des gens. Vous racontez une histoire, quoi. Bon. Et ces choses qui arrivent, en vrai, elles sont juste comme un destin, enfin juste comme un sentiment tragique de l'existence, quoi, comme on disait avant. Peu importe que vous mouriez de faim ou du climat ou de guerre ou le problème qui se pose aux personnages de roman, et en fait qui se pose à nous tout le temps, c'est des problèmes de choix. C'est qu'est-ce qu'ils décident de faire à ce moment-là, les uns vis-à-vis des autres et les uns vis-à-vis de ce qui est en train d'arriver. Hein, enfin, alors peut-être je fais des romans un peu engagés, mais je fais pas non plus complètement des romans pessimistes, quoi. Il y a toujours d'abord j'aime bien mes personnages, donc c'est pas des crétins. Enfin, je veux dire, en fait, ils vont réagir dans ces situations d'urgence et de déséquilibre et de catastrophe, et ils vont réagir en général en ressaisissant leur humanité, quoi. Et ils vont s'en rendre compte parce qu'ils vont s'en rendre compte dans le miroir de l'autre. Alors c'est pour ça qu'il y a souvent une histoire d'amour. C'est pas du tout parce que j'aime les bleuettes. C'est parce que je pense que ça. Que c'est ça, que c'est dans le regard de l'autre en fait qu'on peut se ressaisir soi et ressaisir sa dignité, son humanité. Voilà. Si quelqu'un peut m'aimer, ça veut dire que donc je suis digne d'être aimé, quoi. Ça me permet d'avoir cette voilà. Et il y a ça, et puis il y a la beauté aussi, hein, c'est-à-dire comme le personnage là qui
prend en note des espèces de fragments de conservation. Hein. On n'est plus à une ère d'exploration dans le roman d'aventure et tout ça. Plutôt là, on essaye de conserver. Et ben voilà, conserver des éclats de la beauté du monde, quoi. C'est pas mal. Hein. C'est un boulot. Ce serait déjà une tâche pas mal pour un écrivain, par exemple. Hein, essayer de conserver des éclats de la beauté du monde. Et ça permettrait d'espérer, quoi. Voilà. Alors un vœu pour l'humanité, du coup, de lire. Parce qu'en fait, je sais pas, enfin, d'avoir une vie intérieure, une vie imaginative, une vie intérieure, une vie spirituelle, je sais pas comment le dire, enfin chacun, mais un truc qui porte un peu qui porte un peu d'espoir, quoi. On essaye une question plus rigolote. Mais pourquoi écrivez-vous? Oh, ça va pas être plus rigolo, ça. Ça va pas être plus rigolo. Je vais plomber la journée. Il n'est pas midi. Il m'est arrivé que j'ai perdu ma mère à une époque où j'étais encore jeune, où j'écrivais déjà et où soudain, comment dire, j'écrivais déjà, mais j'écrivais des trucs niais. Enfin, non, c'est pas ça. Je sais pas si j'écrivais bien ou si j'écrivais mal, mais il n'y avait pas d'enjeu. Et puis je perds ma mère et tout à coup, les mots de tous les jours ne veulent plus rien dire. C'est-à-dire, la phrase « je suis triste ce matin », en fait, elle n'a plus aucun sens, parce qu'elle ne dit pas ma tristesse, qui est beaucoup plus immense que « je suis triste ce matin ». Quoi. Et donc, alors j'ai mis longtemps, hein, j'ai mis plus de 10 ans, mais je pense, malgré tout, que c'est quand même à ce moment-là que je bascule dans écrivain. C'est dans une autre pratique de l'écriture, en fait, où du coup, il va falloir chercher d'autres mots que les mots de tous les jours, ou chercher d'autres façons d'agencer les mots de tous les jours pour qu'ils disent une tristesse plus grande, ou qui correspondent à ce sentiment que malheureusement j'avais découvert malgré moi, mais qui avait ouvert une espèce de brèche impossible à combler. Et en fait, pour la combler, il n'y avait que le recours à l'art, quoi. Il n'y avait que cette espèce de déplacement qui fait que tout à coup, on arrive à exprimer les choses d'une façon moins banale ou moins ordinaire et peut-être à toucher un peu ce qu'on voulait dire, quoi. Voilà, vous voyez, c'était une question pas tellement plus rigolote. Hein. Alors, on va essayer encore. Hein, oh, putain, la fin du monde a-t-elle commencé? Vous savez, il y a un philosophe français qui s'appelle Jean-Pierre Dupuy qui parle de ce qu'il appelle le catastrophisme éclairé. Il dit ça sert à rien de dire il va y avoir une catastrophe. En fait, les gens disent ouais, on verra. Là d'abord il y a le marché. Hein. Donc en fait il faut leur dire que la catastrophe a déjà eu lieu. C'est la seule façon de faire réagir les gens, et peut-être du coup de l'éviter. Hein. Sauf que pauvre Jean-Pierre Dupuy, il dit ça depuis 20 ans, et en fait, malheureusement, il est devenu prophète, quoi. C'est-à-dire que je crois bien que la catastrophe a eu lieu pour de vrai. C'est pas rhétorique. Hein. Elle a eu lieu. Bon, et en même temps, et pourtant elle tourne. Hein. Je veux dire, ça va continuer de tourner, et on va continuer de vivre, et on va faire des enfants, et ils vont faire des études, et une vie en vaut bien une autre. Ils vont continuer avec ça, quoi. Mais la catastrophe, elle a déjà eu lieu. Ouais. Mais c'est pas la fin du monde. Quelle qualité préférez-vous chez l'homme? Vous voyez, dans le XVIIIe siècle français, là, on a suivi la voie de Voltaire contre Rousseau, on a suivi la raison, les Lumières et tout ça, ce qui est très bien, hein, pour tout un tas d'objets, c'était pour le mieux, mais il y avait des choses dans la sensibilité, dans l'imagination, dans la rêverie, qui étaient quand même, qui auraient pu être un peu plus, peut-être prises en compte dans nos modes d'éducation, dans ce qu'on a envie de transmettre, dans l'idée qu'on se fait de notre propre culture ou de notre humanité.
Je pense que la sensibilité à l'art, que la sensibilité à la beauté, voilà, l'imagination, la rêverie, ce sont des choses qu'on ne cultive pas assez. Ouais. Si votre maison brûle, qu'aimeriez-vous sauver en premier? Bon, à part les gens, hein, j'imagine. Si c'est un moment où j'écris mon manuscrit, enfin, ça, je me pose même pas la question. C'est je le mets sous ma chemise, quoi. Ouais. Bah ouais. C'est d'autant plus s'il y a encore plein de trucs que j'ai pas encore tapés. Oh là là. Dans les périodes où j'écris, je me déplace plus sans. Enfin, je veux dire, il est... Ouais. Donc, je pense que c'est le premier truc que je sauverais. Et puis après, non, les objets, je suis pas très... je veux dire, il y a des objets, j'ai pas envie que ma maison brûle, mais je suis pas très attaché. Ouais. J'éviterais de descendre en pyjama, parce qu'on a l'air ridicule avec les pompiers en pyjama devant la maison qui brûle. Mais voilà, donc, ouais. Une dernière, hop. Comment commence-t-on un roman? J'ai quand même souvent une espèce de scène en tête. Et cette scène, elle est souvent comment dire, d'abord elle est très visuelle et elle regroupe plein d'éléments que j'ai envie de me coltiner pendant 2 ans, quoi. Donc c'est une espèce de scène matrice, quoi. Et très souvent, mon éditrice la coupe ensuite. Hein. C'est-à-dire, on a une collection de chapitre 1 chez Flammarion, hein, que Calix Penant m'a demandé de supprimer. Et en fait, ça devient un gag entre nous, quoi. Ça l'a encore fait avec Climax. Et évidemment, elle a raison. Et donc, je lui obéis. Et puis, on cherche ensemble, comment redistribuer éventuellement des informations importantes qui auraient été dans cette première scène, quoi. Mais très souvent, elle me la supprime. Parce que, et elle a raison, cette première scène, en fait, c'est une espèce de tuteur. C'est un truc où j'avais imaginé tout mon roman, un truc qui le résume, qui est parfois même dans le rétroviseur, c'est-à-dire qui est parfois qui se situe après, et puis ensuite on raconte l'histoire. Donc vous voyez le truc débile qui spoil tout dès la première phrase, quoi. Et c'est un tuteur. Et ensuite, moi je bosse, j'écris, et l'arbre pousse. Et donc l'éditrice, elle enlève le tuteur. Voilà. Elle me dit, c'est bon, ne t'inquiète plus, ton arbre a poussé, tout va bien. Ou finalement d'écrire sur quelque chose que vous connaissez très bien. À vrai dire, j'ai fait les deux parce que les premiers romans que j'ai publiés, c'était aux éditions du Seuil. Ils étaient très autobiographiques et intimes, et il s'agissait justement du deuil de ma mère, et puis voilà, de comment on fait avec l'absence, avec la disparition, avec quelle trace ça peut laisser l'absence, hein, puisque c'est plus là. Donc c'était très très personnel. Et puis je suis allé effectivement petit à petit vers des matières plus, je sais pas, peut-être plus romanesques, et en tout cas plus éloignées de moi et plus lointaines, et puis qui concernaient de plus en plus des choses collectives et en gros le monde. Voilà. Et non, alors je sais pas trop. Ça me plaît, enfin l'idée me plaît de pouvoir se coltiner les États-Unis, la Norvège, le Japon. Enfin, je veux dire de pas avoir peur, quoi. Je suis contre. Je ne vais pas dire des mots genre assignation culturelle, mais je veux dire parce que c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais voilà, c'est pas. Je peux pas écrire que de ma place, quoi. Ce serait idiot. Il faut que je puisse. Si le lecteur, on peut lui proposer des bouquins dans lesquels il se projette, il imagine des scènes et tout ça. Bon ben, il faut que l'écrivain aussi il puisse imaginer, hein, sinon ça marche pas. Donc voilà, je trouve ça bien qu'on et puis l'écriture, c'est assez magique, quoi. Par exemple, j'avais fait un bouquin qui se passait à Détroit, et il y avait une bande de gamins qui étaient un peu les héros du bouquin là, et ils commencent par une fugue. Et ils foutent le feu à une maison, parce que c'est plein de maisons vides. C'est en 2008, au moment où tout s'écroule, il n'y a plus personne à Détroit, tout ça, machin.
Et là, je me dis, bon, Détroit, c'est une ville aux États-Unis qui était à cette époque-là, je ne vais pas beaucoup changer, à 85% noire américaine. Et donc se pose la question de la description des gamins, par exemple. Et encore une fois, la première fois qu'on les voit, il est en train de fuguer, il fout le feu à une baraque. Je dis, merde, si je dis qu'il est noir, mon lecteur français, il est sur TF1, quoi. Enfin, donc ça me déprimait complètement. Parce que moi, c'était mon héros. J'avais envie qu'il vive plein d'aventures de cow-boys et d'indiens dans des terrains vagues, et que sa fugue, elle était magnifique en quelque sorte. Et donc je voulais pas du tout donner l'image d'une espèce de délinquant de banlieue. C'était pas ça, quoi. Donc je me suis dit, merde, je peux pas, moi-même, si je pars dans cette description-là, je vais orienter vers des clichés, ça va être horrible, quoi. Donc je décide de pas dire. Et après tout, je m'étais pas posé la question. Quand j'avais un héros blanc, j'avais pas dit qu'il était blanc, hein. Donc j'ai pas dit. Après, du coup, je me suis amusé. J'ai mis quelques petits indices qui font qu'à la fin du roman, on peut tout à coup se dire « Ah, mais en fait, ils étaient tous noirs ». Et du coup, c'est troublant, je pense aussi pour le lecteur qui... parce que ça lui pose des questions sur sa façon d'imaginer les choses quand il lit, en fait. Et ça, par exemple, vous ne pouvez pas le faire au cinéma. Hein, vous faites un casting au cinéma, donc bon, voilà. Donc il y a plein de choses comme ça. Vous pouvez, dans une phrase, vous pouvez avoir un souvenir ou une métaphore. Il y a Brotigan, là, dans un de ses textes les plus beaux, qui s'appelle le Mémoire sauvée du vent, un de ses derniers récits. Il commence en disant bon, c'est une histoire d'accident quand il est petit et tout ça, avec une carabine. Bon, donc en gros, il aimerait que ça n'ait pas eu lieu, et puis il va revenir dessus pendant tout le récit. Et très régulièrement, c'est ponctué par le titre, hein, Mémoire sauvée du vent, poussière d'Amérique. Et donc, il y a, dans la première page ou la première page et demie, quand on arrive sur Mémoire sauvée du vent, là, il dit... mais je cite de mémoire, alors il faut m'excuser, c'est pas exactement ça, mais un truc du genre « Je colle mon oreille au passé, comme si c'était le mur d'une maison qui n'existe plus ». Vous vous rendez compte, cette métaphore? C'est incroyable. Je colle mon oreille au passé. Bon, on est déjà dans un truc abstrait, donc bon, évidemment, c'est plus... Mais comme si c'était le mur d'une maison qui n'existe plus. Et en fait, quand vous lisez la phrase, vous voyez tout, vous voyez la maison, le mur, l'oreille. C'est dingue. Et donc, voilà, ça, c'est la beauté que je cherche, moi, en littérature. Hein. C'est du détail, c'est de la phrase, quoi. Mais ça, je trouve ça excitant. Et du coup, il faut se permettre tout, quoi.